services proposés. Enfin, l'arrivée de concurrents asiatiques sur le continent est source de frilosité pour les acteurs du continent européen et les Occidentaux qui voient dans cette concurrence plutôt de la compétition que du partenariat. Et là, je pense, et je fais référence plus particulièrement aux États-Unis et aux sanctions qui touchent actuellement les partenaires VIP de Huawei, selon un article de Africa Intelligence de septembre 2020. Alors, vous le voyez, le domaine est vaste et les discussions à venir passionnantes. C'est pourquoi je vous propose d'accueillir maintenant Monsieur Haruna Andem, qui est directeur des nouvelles technologies de l'agence gouvernementale et qui est basé au Cap-Vert. Bonjour monsieur. Monsieur Bara Mbaye, qui est directeur des radiocommunications à la RTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, qui est basée au Sénégal. Bonjour monsieur Mbaye. Monsieur Tchek Sidi Mohamed Nimaga, qui est président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes et qui est basé au Mali. Bonjour monsieur Nimaga. Bonjour. Et enfin, monsieur Shakib Achour, Director of Marketing Business Strategy, Huawei Technology Maroc. Alors, comme je peux m'adresser à vous, monsieur Achour, comme vous êtes le dernier que j'ai présenté, et afin peut-être de planter le décor et de permettre à l'audience de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle pour ceux qui ont besoin de mise à jour, sur les infrastructures et surtout sur l'infrastructure des réseaux et les technologies ICT qui sont utilisées. Peut-être vous pouvez nous présenter, nous partager avec vous un slide qui nous permettra de me comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Donc, ravi de faire partie de ce séminaire, de ce webconférence. Donc, ravi de faire connaissance avec tous ces messieurs. Donc, et bonjour à toute l'audience qui est en train de nous suivre. Donc, avant de partager avec vous donc, ce slide sur la partie ICT, je reprends un petit peu donc, la suite donc, de ce que vous avez cité donc, par rapport au contexte africain donc, aujourd'hui. Juste, je me demande une seconde. Donc aujourd'hui, quand on regarde le contexte africain, il est évident qu'aujourd'hui, on voit effectivement, on a 80% de la population qui possède une couverture sans fil en Afrique. Bien sûr, quand on regarde au niveau du territoire en Afrique, on a à peu près 80% de la couverture 3G et 4G qui continue à se développer en Afrique. Donc, en effet, aujourd'hui, selon une étude qui a été faite par Pricewaterhouse, la révolution du continent pour demain, c'est la transformation numérique. Mais il y a quand même des challenges face à ça. Donc, l'objectif, c'est de développer une connectivité au niveau de tout le continent. Et pour développer, donc, je dirais, donc, cette connectivité au niveau de tout le continent et garantir un accès universel abordable de qualité, bonne qualité au niveau du continent à l'horizon de 2030, on estime qu'il faut un investissement de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Bien sûr, il y a aussi la zone rurale qu'il faut connecter et aujourd'hui qui se chiffre à peu près pratiquement à plus de 100 millions de citoyens au niveau Afrique. Donc, voyez-vous, donc aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit collaboratif que Huawei se déploie en Afrique aux côtés des institutions nationales, régionales et continentales. Donc, à partir de ce constat, donc, on parle de leapfrog. Donc, en fait, c'est le saut extraordinaire qu'il faut mettre en place pour rebondir, donc faire rebondir la croissance, je dirais, économique, l'économie numérique en Afrique. Je pense qu'il faut des changements nécessaires, ces changements donc, au niveau des institutions de responsables. Et comme vous l'avez dit, M. Georges, au niveau également de la réglementation et également au niveau de business model qu'il faut mettre en place. Alors maintenant, une fois que j'ai cité cette introduction, avant de parler de l'infrastructure ICT, vous avez, nous, côté Huawei, nous avons une philosophie et la philosophie est la suivante. On dit que la première chose pour connecter, je dirais, ce continent, donc ce monde intelligent en Afrique, on a besoin de 3 axes. Le premier axe, on a besoin à ce que les objets soient capables de capturer des données. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il faut que ces objets-là, il faut qu'ils soient connectés. Le troisième axe, il faut qu'il y ait de l'intelligence. Donc, voyez-vous, donc on a besoin de capturer des données, on a besoin de la connectivité et on a besoin de l'intelligence pour traiter des données. Alors maintenant, pour, je dirais, suivre le raisonnement sur ces 3 axes, nous avons besoin de 7 piliers pour effectivement réaliser donc, cette vision. Les 7 piliers, c'est quoi? Donc en fait, c'est l'infrastructure ICT. Et on parle de quoi? Le premier pilier, c'est le broadband, c'est la
connectivité. Le deuxième pilier, c'est les data centers. Le troisième pilier, c'est le cloud computing. Le troisième pilier, c'est le big data. Le quatrième pilier, c'est l'IoT. Et le sixième pilier, c'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a 6 piliers. Donc, le broadband, le data center, le cloud computing, le big data, l'IoT, l'intelligence artificielle. Et bien sûr, le 5G fait partie de l'intelligence artificielle et de la connectivité. Alors, voyez-vous, donc, à partir de là, toute ma discussion, donc le fil conducteur de ma discussion, donc ça va être cette infrastructure ICT et qui est effectivement basée sur 6 piliers qui sont le broadband, le data center, le computing, le big data, l'IoT, etc. Alors, je vais me permettre de partager avec vous donc un slide rapidement pour expliquer un petit peu donc le framework de ICT selon Huawei. Alors, est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Oui. OK. Alors, donc en fait, quand on parle de transformation digitale et quand on parle d'infrastructure ICT, côté Huawei, nous avons mis en place ce qu'on appelle un framework. C'est un framework qui se présente sous ce format dans ce slide-là. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, quand vous regardez donc en haut, on parle de digital transformation. Mais pour mettre en place cette stratégie de digital transformation, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de la première couche dont j'ai parlé tout à l'heure, dont M. Georges a parlé, ce qu'on appelle des facilitateurs. Donc en fait, on a besoin des talents, on a besoin d'investissement, on a besoin des policies régulation côté donc régulateur, on a besoin de cybersécurité, un framework de cybersécurité, construire un écosystème. Et bien sûr, donc sans ces facilitateurs-là, on ne peut pas mettre donc en place ce framework de digital transformation. Au-dessus de ces facilitateurs-là, nous avons besoin d'une vraie fondation ICT. Et donc, cette fondation ICT, donc c'est la fondation de base de la transformation digitale, c'est ce qu'on appelle le National Broadband. On a besoin de développer une politique de haut débit à l'échelle nationale dans chaque pays, et en l'occurrence en Afrique. Donc, avoir en place ce qu'on appelle l'Internet Gateway, les National Data Centers, la fibre, bien sûr, la partie mobile qui est très importante en Afrique, donc de 3G, de 4G, 5G qui va venir, on va en parler plus tard, et tout ça pour mettre en place, je dirais, des technologies qui sont basées aujourd'hui sur l'IoT, sur le cloud, sur le big data, sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça les couches intéressantes, et donc c'est la couche fondamentale ICT qu'il faut mettre en place. Et après, effectivement, donc une fois que cette couche est mise en place avec le cloud, ça permet de travailler avec un écosystème de partenaires pour développer ce qu'on appelle des initiatives pour répondre à ce qu'on appelle des besoins de Smart City, de e-gov, de santé, d'éducation, de finances, etc. Alors, ce framework, donc, il est générique et bien sûr, donc, on travaille sur ce framework, on travaille avec les responsables donc, au niveau étatique pour mettre en place des transformations digitales et après, on l'adapte en fonction du contexte. Bien sûr, donc, le framework qu'on va mettre en place, par exemple, pour un pays en Afrique, ce n'est pas le même qu'on va mettre en place pour un pays, par exemple, en Norvège. Donc, on adapte en fonction du contexte. Et ce framework qui permet effectivement de comprendre comment ça marche, je dirais, cette transformation digitale dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, le plus important par rapport à cette transformation digitale, excusez-moi, juste pour arrêter de stopper les slides, pour parler de ce framework, une fois qu'on a parlé de ces frameworks pour comprendre le fondement de base de ICT, eh ben on parle de quoi derrière tout ça? En fait, c'est l'économie digitale. L'économie digitale, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, quand on regarde à l'horizon de 2025, nous avons fait des études avec plusieurs cabinets et on estime que le revenu qui va être engendré par l'économie digitale dépasse les 23 000 milliards de dollars. Et c'est réparti par différents secteurs. Par exemple, rien que dans le secteur de retail, on estime que le digital economy avec le retail va engendrer plus de 1,5 milliard de dollars. Donc, voyez-vous, c'est quelque chose de colossal. Et quand on regarde de l'autre côté, donc aujourd'hui, dans le monde, il y a plus de 170 pays qui ont déjà démarré une politique de transformation digitale, mais avec des objectifs clairs. Quand on regarde le cas de Singapour, ils ont mis en place une transformation digitale et tout est basé sur le citoyen. Donc, le but de cette transformation digitale, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Smart Nation. Le cas de l'Allemagne, la transformation digitale pour eux, c'est de devenir le leader à l'horizon de 2025, le leader sur l'industrie 4.0.
Et les études que nous avons faites avec Huawei, avec un certain nombre de cabinets comme Roland Berger et d'autres, on estime qu'aujourd'hui, une augmentation de 20% d'investissement au niveau de ICT permet une augmentation de 1% au niveau des PIB. L'autre étude qui permet effectivement de conclure qu'aujourd'hui, au niveau de l'économie digitale, on voit que la croissance du digital, elle est 2 à 3 fois plus rapide que dans les secteurs traditionnels. Et maintenant, quand on revient au framework que je vous ai présenté, ce framework, c'est ce qu'on utilise dans les pays africains. Et je suis ravi d'avoir avec nous, donc, de ce séminaire-là, monsieur Handam de Cap-Vert. Donc, nous avons fait une collaboration avec le Cap-Vert pour mettre en place des services e-gov. Et je suis fier donc, de ce projet parce que ce projet, aujourd'hui, on en parle avec d'autres pays parce qu'on a mis en place des services e-gov. On a mis en place ce qu'on appelle comment un citoyen peut accéder à un portail gouvernemental et donc par le biais de pipeline de transfert des données peut accéder à des données donc importantes au niveau de, je dirais, donc de son identité ou de la santé et d'autres. Et on a mis en place également une souveraineté de données pour le Cap-Vert en termes de cloud. On a mis en place un vrai cloud sur place qui permet de répondre, je dirais, aux besoins du gouvernement et aux besoins des citoyens. Donc voilà un petit peu l'introduction que je voulais partager avec vous par rapport à ICT. Merci Monsieur Achour, merci pour cette précision et pour cette vision. Alors avant de donner la parole à nos autres interlocuteurs, j'aimerais peut-être vous poser une question qui m'est venue en regardant ce framework. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a des particularités africaines, qu'on n'installe pas les mêmes choses en Allemagne pour l'industrie 4.0 ou à Singapour pour la Smart Nation. Peut-être vous pouvez me développer un petit peu ces particularités. Et la deuxième question qui me vient, c'est, vous avez mentionné les 6 piliers que j'ai notés, broadband, data center, cloud computing, big data, IoT, intelligence artificielle. Parmi ces six piliers, la plupart des États ont peur que certaines de ces compétences soient externalisées dans un autre pays. Et donc, on le sait, par exemple, la donnée, le futur pétrole ou l'actuel or, en fonction des cabinets reste propriété des citoyens, si ce n'est au moins du pays. Donc, première question, quelle est la particularité africaine? 2, comment vous vous positionnez, vous, pour permettre aux Africains de garder cette infrastructure sur le continent? Okay. La particularité africaine, donc en termes de, je dirais, de connectivité, c'est qu'aujourd'hui, le mobile prend de l'ampleur dans le continent, et ce qui a permis à plusieurs pays de faire un saut technologique très important. Le mobile money existe depuis longtemps en Afrique. Moi-même, quand j'étais expatrié en Afrique avec Huawei en 2011, j'ai vécu un peu au Nigeria, j'ai vécu un peu au Ghana, où j'avais la responsabilité de 2 opérateurs. Je ne peux pas nommer le nom de l'opérateur, mais on avait lancé à l'époque déjà le nom. Enfin, c'est une application qui est composée du nom de l'opérateur et cash et qui permet de faire des transferts de monnaie par technologie mobile SMS. Ça, c'était en 2011. Donc, si vous voulez, on prend, je dirais, en compte la particularité du continent. Aujourd'hui, le mobile, il est très important parce qu'il s'est développé et il faut continuer à le développer. Bien sûr, on ne va pas oublier la fibre, mais parfois, il est plus important de développer une technologie mobile ou une technologie aujourd'hui, ce qu'on appelle le mobile fixe, donc ce qu'on appelle en fait le WTTX, qui permet d'avoir la connectivité Internet mobile. Donc, les particularités, en fait, c'est surtout par rapport, je dirais, au continent. Maintenant, par rapport, je dirais, à la souveraineté, ne sont plus que, je dirais, l'ADN de Huawei est en Afrique, parce que Huawei, premièrement, depuis longtemps, a aidé à apporter la technologie à toutes les couches de la population africaine. Et en résumé, Huawei a démocratisé la technologie en Afrique. Et on accompagne ça avec un programme qui aujourd'hui qui a pris beaucoup de l'ampleur, qu'on appelle le ICT Academy. Et on a mis en place un partenariat très très fort avec plusieurs universités. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec un peu plus de 300 universités africaines et on forme des talents africains. Et pour vous donner un exemple concret, au Maroc, nous avons lancé ce qu'on appelle Go Digital Morocco pendant le confinement et pour former des étudiants. Et j'étais vraiment agréablement surpris parce qu'il y avait un engouement extraordinaire de la part des étudiants qui se sont connectés sur nos cours en ligne. Et non seulement ils ont suivi les cours, mais ils ont été certifiés et avec beaucoup de surprises et de fierté. Donc, on a eu les premiers étudiants, professeurs certifiés sur 5G. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de notre stratégie, de notre mission sociale d'accompagner l'Afrique pour l'Afrique.
Merci, Monsieur Achour. Avant de donner la parole à Monsieur Andem et de parler peut-être plus particulièrement du projet, puisque vous l'avez mentionné déjà sur le Cap-Vert, moi j'aimerais poser une question à Monsieur Nimaga, si Monsieur Nimaga le veut bien. On vient de parler des infrastructures ICT, on vient de parler des besoins des États de faire, et ça a été mentionné dans les services par Monsieur Achour de l'IGOV. Selon vous, et au Mali en particulier, quels sont les besoins en termes d'ICT et quelle est votre politique stratégique vis-à-vis de ces fournisseurs de technologies et de l'indépendance de l'État, en l'occurrence ici le Mali? Merci. Donc, par rapport à votre question, effectivement, comme vous l'aviez si bien dit, elle est très, très pertinente. Mais on parle de ICT, c'est très juste. La première étape, c'est les infrastructures à mettre en place. Donc, comme vous savez, le Mali est un territoire quand même qui est vaste, 1 241 000 km², donc avec une partie de la moitié presque du territoire qui est désertique. Donc, au regard de ce territoire, sa desserte pose quelques problèmes sur le plan infrastructure. Mais l'État a fait des efforts, à date aujourd'hui, on a 9 000 km de fibres qui sont posées. Donc, toute la zone du sud est déjà connectée en fibre et la tendance, on part jusqu'à Gao, à l'entrée pratiquement du territoire désertique. Donc, la connexion arrive jusqu'à ce niveau. Cette problématique d'infrastructure, elle constitue l'obstacle premier, de mon point de vue. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. On a deux opérateurs qui sont des détenteurs de licences globales, donc par rapport au mobile, comme il a été si bien dit, le développement du mobile monnaie, peut-être après le Kenya, c'est Orange Mali et puis Orange Côte d'Ivoire, qui ont eu à développer fortement ce service. Et aujourd'hui, ces services supportent presque beaucoup de services financiers. Donc, c'est le bon que l'Afrique, effectivement, a eu à faire par rapport au développement du mobile, 3G jusqu'au 4G. Mais tout ça, ça donne des capacités. Mais la problématique qui se pose maintenant en ce qui concerne vraiment la 5G, ça, c'est un autre domaine. Et je pense que c'était la perception des chefs d'État, si vous l'avez bien constaté, au niveau de Smart Africa. Avoir l'ambition de créer la base qui constitue le développement numérique de l'Afrique. Ça, c'est les infrastructures. Je pense que les chefs d'État, depuis 2014, à travers l'Alliance Smart Africa, ont pris des dispositions particulières pour faire en sorte que le continent soit numérisé. Donc ça passe par des projets majeurs. Ce n'est pas sur le plan sectoriel, ce n'est pas sur le plan pays à pays. C'est avoir une vision beaucoup plus large. C'est pourquoi effectivement, nous travaillons au Smart Africa, travaille avec des sociétés privées, y compris Huawei, qui fait partie de l'Alliance Smart Africa. Il y a des privés qui rejoignent quand il y a la réunion de Smart Africa au niveau des chefs d'État. Donc, ils sont au-delà des chefs d'État. On a les secteurs privés qui est très bien représenté, en plus de l'UIT, l'UA, qui suivent ce dossier. Je pense qu'en ce qui concerne le Mali, comme vous l'avez si bien dit, on a aujourd'hui en matière de connectivité sur le mobile, apparemment, comme on dit, c'est le parc apparent, on a à peu près 22 millions de lignes qui existent. Et sur ça, le service financier est beaucoup développé parce qu'on a libéralisé d'abord le code USSD pour permettre aux services à valeur ajoutée de pouvoir s'installer et puis offrir les services. Ça a permis de faire le boom. Ce boom-là, nous continuons. Il faut que nous continuions à aller dans ce sens pour permettre quand même à l'ensemble des citoyens d'y accéder. Mais il y a toujours un gap parce que les zones rurales et éloignées, ou bien les zones qui ne sont pas densifiées, donc ont toujours des difficultés de connexion en ce qui concerne la 2G et la 3G. La 4G, on a donné la licence en 2017 tout juste, donc le développement continue son chemin. Donc voilà un peu la situation qui existe. Mais il y a un engouement. Les gens ont appris déjà à utiliser le service mobile pour leurs besoins
en matière de finances, en matière de connexion, d'achat de produits. Donc, les citoyens sont adaptés. Et en interne, il y a des startups qui ont développé en langue nationale pour pouvoir accéder, non pas que ce ne soit pas le français parce que ce n'est pas accessible à la majorité de la population, mais en langue nationale, les startups ont développé des services qui permettent vraiment d'écouler. Par exemple, quelqu'un qui vend les mangues, il est assis, il veut vendre ses mangues, il a la faculté en bambara ou bien d'autres langues de pouvoir transmettre l'information et montrer sa disponibilité et par quelle méthode maintenant il pourra transmettre. Donc, nous voilà un peu la situation actuelle. Mais comme vous l'aviez dit, c'est très important, ça il ne faut pas l'oublier, l'investissement dans la 5G, vous venez de donner quelques indications. C'est des investissements extrêmement lourds, avec tout ce que cela contient. Les big data, les data centers. Vous savez déjà, les chefs d'État avaient décidé qu'il y ait le free roaming au niveau de l'Afrique. Bon, ça a commencé par l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais maintenant ça continue. L'Afrique de l'Ouest, on est à ce point. On est en train de faire en sorte que le free roaming soit totalement, qu'il y ait la liberté quand on est en voyage, qu'on puisse accéder aux services de téléphonie sans coût supplémentaire. Mais malheureusement, jusqu'à la date, bien vrai qu'on a démarré un peu longtemps, les opérateurs continuent à faire de la résistance. Donc, je pense que ça, c'est des choses que les Smart Africa verra pour qu'on puisse dépasser. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire à cette phase vraiment d'évolution des infrastructures au niveau du continent. Nous, on a j'ajoute deux éléments, on a 2 data centers avec la mise en place, la création de la SMTD, la Société malienne de télédiffusion. L'un des data centers est situé à Bamako, le second est à 300 km de Bamako, à Sikasso. Donc, ça, c'est déjà un acquis qui est disponible et nous sommes en train de l'exploiter. On a un point XP pour faciliter le développement des contenus et le partage de l'information au niveau national. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire en ce qui concerne ce point. Alors, merci, M. Nimaga. J'ai déjà une question de M. Mohamed Elamiri, oui. Qui est pour le Mali. Peut-être que vous pourrez répondre. Il a fait mention qu'au Kenya, il y avait, vous savez, les ballons stratosphériques. Ouais. Il a mentionné la société LUNNLC qui permettent d'arroser vous avez mentionné des particularités géographiques du Mali, le désert en particulier, donc qui permettent de fournir Internet dans des zones particulièrement difficiles d'accès ou trop coûteuses pour tirer un câble ou une fibre ou mettre des antennes 5G. Est-ce qu'au Mali, ça a été considéré également ce projet? Effectivement, nous avions l'information sur c'est les HAPS. Donc, les technologies HAPS qui existent, c'est des ballons qui ne sont pas aux positions géostationnaires, donc ils sont un peu plus bas. Et la qualité, d'après les informations qu'on a, c'est possible. Effectivement, en interne, au niveau du régulateur, on a un spécialiste de la radio qui nous a beaucoup parlé de ça, qui nous a présenté. On est en train de réfléchir comment trouver les moyens, rapprocher pour pouvoir assurer très facilement, certainement, la connexion des localités éloignées en leur donnant des débits qu'ils veulent à haut débit. Ça, c'est une alternative, effectivement. Nous y pensons, mais on est en train de travailler là-dessus. Juste avant de donner la parole à M. Mbaye, j'ai une deuxième question qui est venue pour vous, M. Nimaga. Elle concerne les deux data centers, et la question est, est-ce qu'ils sont finalement reliés à la fibre au reste du pays? Oui, exactement. C'est par fibre que les liens sont exécutés. Okay, très bien. Merci beaucoup, M. Nimaga. M. Mbaye, rebonjour. Désolé pour l'attente. Vous l'avez vu, hein, il y a énormément de questions relatives au pays. Donc, peut-être j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la mission de la RTP au Sénégal. Et puis peut-être amener un petit peu le débat vers le titre qui a été la révolution 4.0, puisqu'on a une question d'un de nos auditeurs également qui nous dit comment l'industrie africaine peut-elle se digitaliser alors qu'elle n'a pas commencé peut-être réellement à prendre conscience de cette transformation. Alors peut-être dans un premier point, rappeler ce que vous faites à la RTP au Sénégal, et dans un deuxième point,
faire un focus peut-être sur l'industrie si vous avez oui dire ou si vous avez des projets particuliers. Merci beaucoup, monsieur Georges, de m'avoir donné la parole. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire bonjour à l'ensemble des panélistes ainsi qu'à tous les participants. Mais remercier aussi toute l'équipe de la plateforme e-conférence d'avoir convié l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, que j'ai le privilège et l'honneur de représenter, à cette rencontre importante durant laquelle nous essayerons d'échanger, comme vous l'avez rappelé, dans votre propos introductif, sur la thématique comment créer le leapfrogging digital et faire entrer l'Afrique dans la 4e révolution, appelée aussi industrie du futur, qui n'est rien d'autre que la convergence du monde virtuel avec les produits et objets du monde réel. Pour revenir à votre question, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal que je représente est une autorité administrative indépendante, dont la mission est de réguler les secteurs des télécommunications et des postes, mais aussi de gérer les ressources liées à ces secteurs. Par ressources, je peux parler des ressources en fréquence pour le secteur des télécommunications, qui est un élément essentiel, voire déterminant pour les IMT, les télécommunications mobiles internationales. Entendez par là la 2G, la 3G, la 4G et les réseaux 5G futurs. Donc, le rôle de la RTP, c'est aussi gérer ces ressources, mais aussi les ressources en numérotation. Donc, c'est le rôle central de la RTP, pour ne pas entrer dans les détails des missions techniques et autres. C'est une mission de régulation et de gestion des ressources. Donc, concernant la question du participant, je voulais rappeler au Sénégal, nous avons une stratégie dénommée Plan Sénégal numérique 2016-2020, qu'on appelle SN 2025, dont la vision est, en 2025, le numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Donc, c'est ça la vision du plan SN 2025. Dans ce plan, des objectifs ont été définis. C'est un plan chiffré avec un coût évalué. Les objectifs, c'est de porter la contribution du numérique au PIB, qui tourne actuellement autour de 6% à 10% à l'horizon 2025. C'est une augmentation du PIB de l'ordre de 300 milliards de francs CFA, 500 millions de dollars, par effet d'entraînement des autres secteurs clés par le numérique. C'est aussi un objectif de création d'emplois, de 35 000 emplois directs créés dans le secteur du numérique, mais aussi d'atteindre au moins la 70e place dans le monde et le 4e rang en Afrique pour le Networking Readiness Index et du World Economic Forum, mais aussi d'atteindre au moins la 90e place mondiale et le 4e rang en Afrique concernant l'indice de développement des TIC de l'Union internationale des télécommunications. Donc ce plan, il est important. Il y a des défis qui nous attendent, comme il l'a dit, sur la digitalisation, excusez-moi, de l'industrie, qui est un élément bien pris en compte dans ce plan SN 2025. On parle d'un développement d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur et de la diffusion du numérique dans le secteur économique. Donc, il est bien clair que c'est un préalable pour nous d'accompagner l'industrie dans sa digitalisation et après amener les autres services parce qu'il faudra digitaliser avant de créer les data centers. Un data center dans un pays où les services ne sont pas digitalisés n'a pas une très grande importance. Donc, c'était ça que je voulais apporter comme élément de réponse à la question du participant. Je vous remercie. Merci M. Mbaye. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne vous avais pas oublié, hein, M. Ndem, mais on est obligé de donner la parole un petit peu à tous, puis vous êtes le dernier. Vous avez été mentionné pourtant au tout début par M. Achour. Alors moi, j'ai deux questions pour vous. Bon, déjà, rebonjour, puisqu'on a eu l'occasion de se dire bonjour. Selon vous, quels sont les principaux besoins
en termes d'infrastructure de l'Afrique et puis du Cap-Vert en particulier. Et puis deux, pour rebondir sur la question qui a été posée à M. Mbaye, est-ce que vous avez des programmes spécifiques? Il a été mentionné le e-gov avec M. Achour, dont vous allez nous parler. Mais est-ce que vous avez des programmes spécifiques concernant l'industrie? Oui, bonjour à tous. Déjà remercier pour cette occasion de partager notre vision et nos services par rapport aux télécommunications. Donc, moi, je voudrais dire 2 mots avant de commencer à exposer. C'est surtout pour faire le contexte africain sur la partie infrastructure. Donc, il faut comprendre que Internet aujourd'hui, c'est pas juste, moi je dirais, un agréable à en avoir. C'est essentiel. C'est un essentiel parce que la santé est part aujourd'hui sur Internet. L'éducation aujourd'hui, ça part sur Internet. Les services financiers, comme a dit bien ici M. Cheikh Sidi, part aussi sur la partie Internet. Et pour en finir, même le bien-être des populations africaines aujourd'hui en dépend beaucoup d'elles. Alors, Internet, c'est infrastructure, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire de sorte que ces infrastructures-là, dont M. Achour a bien démontré, arrivent à tout le monde? Je pense que c'est ça le grand défi des pays africains. Comment faire que ces infrastructures arrivent là-bas? Donc, il faut comprendre aussi que dans le contexte, non seulement capverdien, mais dans le contexte africain, il y a aussi quelques défis. Moi, je n'aime pas trop le mot problème, je préfère le mot défi. Structurel, déjà, qu'il faut comprendre sur la partie d'accessibilité à Internet. Déjà, c'est le niveau de la pauvreté. Okay? C'est au niveau de la pauvreté. Le chômage aussi, c'est une question que nous, ici, on voit au Cap-Vert comme étant un élément de blocage pour l'accès à l'Internet. Pourquoi? Parce que la plupart de la population est d'un faible revenu et donc n'a pas les moyens d'accéder à Internet à haut débit. Donc, qui c'est qui va se responsabiliser pour ça? Normalement, c'est l'État. On va y revenir. D'énormes zones rurales aussi, même si on parle d'un petit pays avec 99% d'océan, mais on a aussi des grandes zones rurales. Donc, les zones rurales, normalement, ne disposent pas d'Internet à haut débit en raison du coût élevé des croisements des câbles, des fibres, etc., sur des kilomètres vides. Donc, payer des coûts d'investissement élevés pour livrer seulement Internet à quelques abonnés est souvent difficile à justifier d'un point de vue commercial. Donc, il faut le justifier déjà dans un point de vue qui n'est pas celui-là. Okay? Mais on peut le justifier déjà sur l'intérêt public. Okay? C'est ce que le Cap-Vert a fait et je n'en parlerai de ça aussi dans mon exposé. Mais on a déjà dit ici aussi que tous ces défis-là apportent sur le mobile. Okay? Le Cap-Vert, comme la plupart des pays africains, on a un vaste réseau du mobile. Okay? Donc, c'est le mobile déjà qu'il faut faire l'empowerment. Je m'excuse pour le mot anglais, je ne connais pas trop le mot en français. Mais c'est le mobile qu'on utilise pour faire l'empowerment dans le contexte africain. Voilà, c'est le mobile, parce que le mobile, c'est le mobile de last mile, c'est le mobile qui arrive chez les populations qui ont le plus besoin d'avoir accès à ces services-là d'Internet. Alors maintenant, comment faire de sorte que le mobile, en ce moment, à presque 80% de pénétration dans nos pays, dans la plupart de nos pays, comment utiliser le mobile pour que les populations qui ont le plus besoin aient accès à tous ces services-là. Avant encore de commencer à parler d'autres infrastructures comme la 5G, comme par exemple l'intelligence artificielle, etc. Ok, ça c'était juste pour faire le point sur le contexte capverdien qui n'est pas différent du contexte africain. C'est-à-dire qu'on a juste un écosystème qui est un peu différent des autres parce qu'on est des îles, mais les défis sont les mêmes. Les défis sont les mêmes. Okay? Les défis sont les mêmes. Une autre chose à comprendre aussi, c'est que les infrastructures aujourd'hui
ce sont des outils. Okay? Les infrastructures, c'est un véhicule. Les infrastructures, c'est un moyen. Et l'infrastructure aussi, c'est un enabler. Enabler, en français, je pense que c'est un accélérateur et un activateur de tout cela. Donc, il faut investir sur les infrastructures. Donc, les États aussi ont ce onus d'investir grossement sur les infrastructures, mais aussi, il a été dit aussi par M. Cheikh Sidi, avoir aussi des politiques d'intégration déjà régionales, des politiques d'intégration continentale et pourquoi pas des politiques d'intégration globale, parce que ça aussi, ça en manque beaucoup. On en parle de la 5G en ce moment, l'implémentation de la 5G, mais la 5G porte déjà un gros défi à nous, les Africains, parce que la technologie n'appartient pas aux Africains. La technologie appartient aux Chinois, la technologie appartient aux Américains. Donc, cette bagarre entre les Américains et les Chinois, ça n'appartient pas aux Africains. Alors, comment nous, les Africains, on va supprimer ce gap? Parce qu'on parle de leapfrog, comment est-ce qu'on va supprimer ce gap? Donc, ce gap, M. Georges, c'est de ce gap-là que moi je voulais parler en ce moment, parce que ça revient sur la souveraineté avec la connaissance. Ça sera avec le développement des skills, ça sera avec le renforcement des capacités, ça sera avec les formations, ça sera avec les certifications, ça sera avec tout ce qui est des outils qui amènent déjà la connaissance. Il n'y a que la connaissance, parce que les infrastructures, on va toujours investir sur les infrastructures. Donc, on aura toujours des États qui vont y mettre tout leur effort, parce que l'effort est là. Je dirais aussi que la volonté politique est là. On a dit aussi avec le Smart Africa, le CEDEAO et tout, l'Union africaine, tout est là. Mais ce qui manque vraiment, ce sont des politiques pour le renforcement des capacités. Parce que sans le renforcement des capacités, ça sera impossible de soutenir ce gap-là, parce qu'on sera toujours en arrière par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'Afrique sera toujours utilisateur, on sera toujours acheteur, on sera toujours celui qui va prendre de l'autre. Okay? Donc, cette souveraineté-là, si on n'a pas cette connaissance-là déjà au départ, il ne faut pas toutes ces politiques-là de ne pas avoir. Donc, pour revenir maintenant sur la stratégie du Cap-Vert, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup d'infrastructures basées sur des partenaires, et Huawei, c'est un des gros partenaires, n'est-ce pas? Mais on est surtout un pays agnostique par rapport aux technologies. Pourquoi aussi? Parce que nous, c'est cette connaissance-là qu'on va avoir. Plus que d'importer la technologie, ou plus que d'importer des outils, nous, on veut importer la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va nous ramener vers l'avant. Donc, toute notre stratégie, en ce moment, elle est basée sur 3 axes. Connectivité, les câbles sous-marins. Okay? Donc, le Cap-Vert, à cause de sa position géostratégique, il y a tous les câbles, il y a plusieurs câbles sous-marins qui croisent le Cap-Vert. Donc, à ce moment-là, nous, on est en train de se préparer pour livrer de la capacité vers le continent. Parce que le continent aussi, on a besoin de ces capacités. Le croissement, le besoin, il est tellement grand qu'on aura plus besoin de capacité. Dans ce sens-là, je ne sais pas si M. Mbaye on vient juste de signer le câble sous-marin entre le Cap-Vert et le Sénégal. C'est le cher. On vient juste de signer le cher. Justement, parce qu'à travers le Sénégal maintenant, le Sénégal pourra distribuer cette même capacité vers les autres pays. Donc ça, c'est un autre élément important, M. Georges, parce qu'on ne parle plus d'un modèle de compétition ou d'un modèle de compétitivité entre les deux pays, mais on parle d'un modèle de collaboration, de valeur ajoutée pour que les deux pays et la région aillent ce surplus, ce up en termes. Donc le Sénégal, il a un contexte très précis avec le Sénégal émergent. Le Cap-Vert a aussi son plan que nous, on appelle la vision 2030. Donc, ces deux visions-là doivent se converger quelque part, et c'est ce qui doit se passer dans tous les pays et le continent africain. C'est de commencer à penser à des modèles convergents, n'est-ce pas, où nous tous, parce que là on parle de la région et du continent, nous tous, on soit gagnants dans ce sens-là. Donc, si nous, on peut apporter quelque chose aux autres pays, on va le faire, et les autres pays aussi peuvent apporter quelque chose au Cap-Vert. Donc, on est ouvert pour le faire. Donc, le premier axe, c'est la connectivité, les câbles sous-marins et la capacité par rapport à ça. Le deuxième axe, pour nous, c'est l'axe le plus important. C'est l'axe
de renforcement des capacités. C'est l'axe de renforcement des capacités. Donc, nous, on est en train de construire ici ce qu'on appelle un hub de capacity building. Et notre idée avec cette hub de capacity-là, Huawei, c'est un partenaire déjà parce qu'on a le Huawei Academy ici, mais on a aussi Microsoft Academy, on a aussi le Google Academy, et on a aussi tout ce Open Source Academy ici. L'idée, c'est de créer un hub de connaissances. Donc, tous nos pays voisins et amis peuvent utiliser ce hub de connaissances-là pour venir s'enrichir en connaissances. Parce que pour nous, le plus important, c'est la connaissance. Et même là, on est en train de discuter avec le MIT pour avoir un programme MIT Cap-Vert. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour nos frères africains de venir au Cap-Vert et apprendre des programmes de MIT que d'aller aux États-Unis pour apprendre des programmes de MIT. La même chose se pose pour les grandes universités en Chine, les grandes universités. Donc, le Cap-Vert est en train de se positionner pour être un hub de connaissances. Parce que pour nous, encore une fois, je répète ça, il y a la connaissance qui va faire la différence entre ce leapfrog-là, ce qu'on a et par rapport aux autres régions. Et bien sûr, le troisième axe, c'est la prestation des services. Le Cap-Vert, vous savez, c'est plutôt service. Nous, on n'a pas de ressources, on n'a pas de ressources naturelles, à part les poissons. Même les poissons, on a 90% de mer, mais on n'a pas de poissons vraiment parce que l'eau ici est profonde. Les poissons partent tous au Sénégal et je pense que M. Baye sera content d'avoir tous ces poissons avec la Mauritanie. Mais nous, on a des services. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vraiment de poissons qu'on ne peut pas avoir des services sur l'océan. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des services, par exemple, de transshipment. Ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des services de transport, de e-commerce. Parce qu'on a l'avantage d'être au milieu de tous les continents. Pourquoi pas ne pas laisser tout le continent africain utiliser la plateforme du Cap-Vert déjà avec les accords bilatéraux qu'on a avec les États-Unis, parce que nous, on peut importer, on peut exporter vers les États-Unis, vers le Brésil, vers l'Europe, vers les Canaries. Pourquoi ne pas utiliser le Cap-Vert comme étant un point pour développer tout ça là, mais pas pour nous, pour l'Afrique. Parce que le Cap-Vert, nous, on n'a pas le marché, on n'a pas la dimension. Donc, tous les projets que nous, on développe ici au Cap-Vert, ce n'est pas un projet pour le Cap-Vert, c'est un projet implémenté au Cap-Vert, mais avec une dimension régionale. C'est ça que nous, on voulait faire comprendre à tous nos amis. Merci, monsieur Andem. Merci, monsieur Andem. Je pense que vous avez fait un bon panorama de ce qui se passe au Cap-Vert. J'ai bien aimé vos 3 points, la collaboration, la coopération entre les États, la formation, les connaissances, les gens, les people, et puis enfin les services et les solutions. Monsieur Achour, je reviens vers vous. On a à nouveau une question sur l'industrialisation, l'industrie 4.0, la révolution 4.0 même d'un point de vue technologique. C'est une question qui nous vient d'Arsène Fado qui demande la faible automatisation actuelle de l'industrie africaine globalement. On pourrait imaginer que l'Afrique nord-africaine est plus avancée en termes d'automatisation de son industrie que le reste de l'Afrique. Mais disons, en parlant généralement sur l'Afrique, la faible automatisation des industries ne constitue-t-elle pas un frein majeur à l'industrie 4.0 en Afrique? Ce qui me permettrait, si vous le voulez bien, Monsieur Achour, que vous nous rappeliez quel est l'avantage de la 5G, outre le véhicule connecté, mais sa puissance pour faire monter l'industrie en 4.0, et peut-être nous partager avec nous les slides que vous avez sur la 5G, le potentiel et puis les projets sur lesquels vous avez travaillé. Merci beaucoup, M. Georges. Avant de répondre à votre question, juste rapidement, donc un petit rappel, parce que tout à l'heure, vous avez cité effectivement un article de Africa Intelligence. C'était juste pour vous dire qu'il y avait une réponse qui est tombée hier de la part de la DGSN marocaine pour démentir cet article. Et je m'adresse à tous les auditeurs pour leur dire, si vous avez des questions, adressez-vous directement à Huawei, parce qu'il y a des journalistes qui sont mal intentionnés, qui profitent des sanctions américaines qui sont en cours pour faire véhiculer ce qu'on appelle des fake news. Donc, on a plus besoin de parler de l'innovation et de développement que de fake news. Donc, je ferme cette parenthèse. Monsieur Achour, c'est très bien. Et puis d'ailleurs, on a eu des sujets sur les fake news. Donc, c'est très bien. Si les gens veulent revoir les diffusions de Digital Africa sur les fake news, c'est avec plaisir. Je vous donne la parole. Donc, s'ils ont des questions qui s'adressent directement à nous, parce que souvent, les articles des journalistes ne reflètent pas la réalité. Maintenant, revenons à la réalité. Donc, on va parler de quoi? On va parler innovation. Je crois que la question que vous m'avez posée, la première, c'est sur l'industrie 4.0. Premièrement, quand on parle de l'industrie 4.0, c'est un concept qui vient de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qui est la pointe de l'industrie 4.0.
Maintenant, l'industrie 4.0, c'est aussi un concept. Hein. Donc, ce concept d'industrie 4.0, il faut l'adapter par rapport au contexte africain. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près 2 mois, de participer donc, à un webinaire avec l'organisation de l'APB au Maroc, avec le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Économie numérique. Et j'ai expliqué clairement que l'industrie 4.0, c'est un concept qui est basé sur plusieurs technologies. Hein. Donc, on va utiliser la connectivité, le 5G, du fait que le temps de latence est très réduit. On va utiliser le cloud, on va utiliser l'intelligence artificielle, on va utiliser l'Internet des objets. En fait, c'est, si vous voulez, la combinaison de ces technologies qui permet de mettre en place ce qu'on appelle un concept Industrie 4.0. Et ce concept d'Industrie 4.0, il peut être appliqué, par exemple, M. Andem, vous avez parlé tout à l'heure des poissons qui sont dans le fond de l'océan, donc au Cap-Vert. Donc, on a un case qui est très important que je vais vous expliquer tout à l'heure sur l'industrie de l'élevage du saumon au Norvège. On a fait un case qui est basé sur 5G, sur le cloud, sur l'intelligence artificielle. Et comment ce case-là, ce cas d'usage, peut s'appliquer par rapport à l'Afrique. Donc, une fois que j'ai répondu à ça, il y a aussi tout à l'heure, donc, M. Andem, vous avez parlé de la souveraineté. Oui, la technologie 5G vient d'ailleurs, mais par contre, les cas d'usage, on va les développer ensemble, nous, les Africains. On a des problèmes d'irrigation. Si on va développer un cas d'usage basé sur 5G pour résoudre les problèmes d'irrigation au Sénégal, c'est un cas d'usage qu'on va dupliquer ailleurs dans tous les pays en Afrique. Donc, on peut avoir notre souveraineté en termes d'innovation, en utilisant bien sûr la technologie 5G qui vient d'ailleurs, mais l'innovation nous appartient. Donc, le développement nous appartient. Et dans ce sens-là, donc tout à l'heure, j'ai parlé du programme Huawei ICT Academy. Nous avons aussi un programme qu'on est en train de lancer. Donc, il y a ce qu'on appelle un centre d'innovation que nous avons lancé en Afrique du Sud. Il y a un centre d'innovation qui existe en France, et ce n'est pas un scoop, mais on est en train de lancer un centre d'innovation au Maroc pour servir donc effectivement toute l'Afrique francophone. Et l'idée, c'est d'avoir un lab, c'est d'avoir une plateforme sur place et monter un écosystème et avoir des experts Huawei pour aider l'écosystème africain pour développer des use cases africains. Irrigation, par exemple, les problèmes de transport, les problèmes de l'éducation, de la santé. Alors, je reviens, si vous voulez, si vous permettez, un petit peu sur les avancées 5G. Et après, donc, je switch rapidement sur les cas d'usage, les cas d'application 5G, comment ils peuvent être adaptés par rapport aux cas africains. Alors, je partage juste mon écran. Alors, je crois que vous voyez donc mon écran. Oui, Oui. c'est bon. Alors, juste rapidement, l'idée, ce n'est pas de passer beaucoup de temps sur 5G. 5G, aujourd'hui, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Aujourd'hui, on estime à peu près 356 opérateurs répartis dans 119 pays qui ont déjà investi sur 5G. Et aujourd'hui, on estime à peu près 62 opérateurs qui ont déjà lancé des services 5G. Une chose qui est claire, qui est très importante, qu'il faut comprendre, et donc je souhaite partager avec vous, 5G n'est pas là pour remplacer 4G, parce que beaucoup de questions qui viennent de la part des médias ou des auditeurs ou des clients, ils me disent bah, on n'a pas encore fini de développer 4G, on va commencer à développer 5G. Ben non, il faut continuer à développer 4G. Il faut continuer à développer la fibre. Et 5G, ça va venir au-dessus pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, si vous voulez, pendant plusieurs années, on aura une cohabitation entre 5G et 4G. Et la 4G, donc, il faut la développer. Et 5G, elle va être là pour répondre à des cas spécifiques. Alors, pour revenir sur ce slide, on voit 62 opérateurs qui ont déjà lancé effectivement des services 5G. Le reste, je ne vais pas vous parler donc, de ce qu'on fait sur 5G par rapport à Huawei. Je ne suis pas là pour faire la publicité pour Huawei. Mais le plus important, j'aimerais bien partager avec vous le concept de 5G. En fait, sur 5G, il y a 3 choses qui sont très importantes. On parle toujours de la bande passante, donc le débit qui va dépasser les 10 gigas. Oui, c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est le temps de latence. Le temps de latence, il est de l'ordre de 1 milliseconde, ce qui permet de mettre en place des cas d'usage très, très importants et des cas d'usage qui collent par rapport aux besoins africains. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle la connectivité de masse.
ou la possibilité d'avoir une concentration d'objets connectés de plus d'1 million d'objets connectés sur un espace d'1 km². Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'ICT, je vous ai parlé du concept des objets qui capturent des données, des objets qui sont connectés et des objets qui sont intelligents. Donc, vous voyez, donc 5G vient renforcer encore cette idée. Donc, 5G, c'est le débit, le temps de latence et la connectivité de masse. Donc, une fois qu'on a parlé de 5G, donc ce que vous voyez donc à gauche, tout ce qui est à droite vous appartient, donc appartient à nous, Africains. Donc, en fait, quand vous voyez donc ces use cases, ils ont déjà été mis en place. Je prends par exemple un cas qui aujourd'hui qui est très très fréquent. Aujourd'hui, nous avons besoin d'apporter de haut débit au niveau à l'échelle de tout le continent. Eh ben, il y a une technologie aujourd'hui qui est basée sur ce qu'on appelle l'Internet mobile, qui est basée sur 5G, qui permet d'apporter le confort de la fibre à moindre coût et avec un déploiement très très rapide. C'est-à-dire que des zones où vous n'avez pas la connectivité, vous n'avez pas la possibilité de mettre la fibre, on a besoin de haut débit, 5G permet de répondre à ça, aussi bien pour, je dirais donc des foyers, que pour des entreprises. Donc avec la possibilité d'avoir un routeur qui va permettre de, je dirais, partager la connectivité au niveau des entreprises, au niveau d'une zone, donc ça c'est une réalité. Et donc ça c'est le premier cas d'usage qui est très fréquent qu'on utilise. Un autre cas d'usage, tout à l'heure, je reviens effectivement sur l'industrie du poisson. Nous avons un cas d'usage qui est extraordinaire, Smart Fishing, que nous avons mis en place en Norvège, qui a démarré en fin 2017 et qui continue. En fait, si vous connaissez un petit peu en Norvège, c'est des fjords. Et donc, ces fjords, ils sont répartis dans des zones géographiques. Avant, elles étaient connectées par la fibre. C'était compliqué parce que la fibre du fjord va vers la terre, ça revient vers le fjord. Donc, ce n'était pas très productif. Donc, ce qu'on a fait, donc, on a remplacé toute la connectivité par du 5G et on a mis des capteurs pour mesurer la qualité de l'eau, pour effectivement identifier la qualité des aliments. Et également, ce qui est important, c'est qu'on a mis en place des caméras avec la reconnaissance faciale. Et ce qui est important, c'est que la reconnaissance faciale, les algorithmes d'intelligence artificielle, nous les avons appliqués pour je dirais donc les saumons. Et donc, les personnes qui travaillent dans les fjords, qui travaillent dans des centres de commandement, à partir des caméras haute définition de 5G et d'intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale, il peut identifier un saumon qui est malade pour l'isoler. Donc, il peut identifier, par exemple, la qualité de l'eau à distance et il peut également identifier est-ce que les aliments ils sont là, est-ce que c'est une bonne qualité ou pas. Donc, tout ça pour vous dire effectivement, oui, donc c'est une réalité, ce qui a permis effectivement d'avoir une meilleure productivité en termes d'élevage du saumon, mais surtout une baisse de plus de 250 millions de dollars en termes d'exploitation. Alors, ça, c'est un cas d'usage qui concerne le saumon, mais qu'on peut effectivement exploiter dans un pays africain ici et l'adapter par rapport aux besoins de notre continent. Donc, d'où l'idée effectivement de Huawei de mettre en place d'innovations centres ici en Afrique, monter un écosystème avec des agences étatiques digitales et des startups pour développer parce que ça nécessite de développement. Donc, voyez-vous, donc là, effectivement, il y a une infrastructure 5G qui vient d'ailleurs, donc elle n'est pas africaine, mais des cas d'usage au niveau d'innovation qui sera africain. Alors, il y a d'autres cas d'usage qu'on ne va pas développer par manque de temps, mais il y a aussi des cas d'usage sur la télémédecine. Aujourd'hui, donc, on a fait des choses extraordinaires sur la télémédecine Wuhan. Nous avons eu la possibilité également, je partage avec vous cette expérience, nous avons fait ce qu'on appelle un test avec le CHU de Casablanca avec l'accord du ministère de la Santé et nous avons fait des diagnostics basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle, des scanners du poumon. Et donc, en fait, ça a donné satisfaction parce qu'on a réussi, donc, je dirais, donc, à expliquer cette technologie d'une manière très, très simple aux docteurs. Mais là où j'étais vraiment très surpris, c'est que les docteurs, ils ont compris que l'intelligence artificielle, c'est juste un outil. Beaucoup de docteurs, au début, pensaient, oui, mais ça va nous remplacer. Non, en fait, ils ont compris que c'est un outil qui permet de faire un diagnostic rapide et qui permet effectivement d'évaluer l'état de santé du malade. Donc, voilà un petit peu quelques use cases que je voulais partager avec vous. Mais surtout, ce qui est important, c'est quand on parle de ICT et pourquoi ces use cases ils sont possibles avec le 5G, parce que 5G est natif intelligence artificielle. Et au fait, c'est cette combinaison magique entre l'intelligence artificielle, le big data, le 5G, etc., qui permet de mettre en place des cas d'usage critiques. Par exemple, pour répondre à l'industrie 4.0 ou pour répondre
je dirais, donc, au transport, l'irrigation et autres. Donc voilà, donc en fait 5G, c'est une réalité. Donc les cas d'usage existent, ils sont mûrs du point de vue technologique. Il y a des cas d'usage aussi qui existent et qui sont mûrs du point de vue business model. Je peux vous dire par exemple aujourd'hui, les turbines de l'Airbus, l'usinage est fait dans des usines avec la technologie 5G et donc la mise en place de l'industrie 5.0. Donc en fait, on remplace donc les bras de robots, donc ils embarquent des caméras haute définition qui prennent plusieurs images haute définition à la seconde et qui les envoient sur le cloud d'intelligence artificielle par le réseau 5G à un temps de latence réduit qui permet de rectifier la production et donc améliorer la productivité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à 5G. Alors, merci pour tous ces cas d'usage et ces premiers déploiements. Peut-être une question, parce que là, vous avez mentionné des industries de pointe. Est-ce qu'en Afrique, il y a des industries de pointe? Vous avez mentionné l'aéronautique. Est-ce qu'on peut imaginer l'automobile en Afrique du Nord qui pourrait être impactée par cette technologie? Et comment vous voyez peut-être, on a parlé de leapfrog dans le titre, est-ce que vous imaginez peut-être un saut de l'Afrique qui passerait d'une industrie manuelle en sautant l'étape de l'automatisation pour arriver directement à une industrie complètement contrôlée par des technologies ICT? Oui, alors il y a deux industries que j'ai en tête. Donc aujourd'hui, par exemple, une industrie qui est très importante, c'est les mines. Par exemple, on a au Maroc, il y a une grande société qui s'appelle l'OCP pour l'exploitation du phosphate. Et on leur a présenté donc un cas d'usage que nous avons mis en place 5G pour les mines. Et en fait, c'est quoi ce cas d'usage? C'est les engins qui sont dans les mines, c'est un environnement qui est très difficile, très dangereux, des chaleurs qui sont insupportables. Donc, on a mis en place, donc, avec un écosystème de partenaires qu'on a mis en place donc, en Chine, nous avons travaillé avec des partenaires pour monter cet écosystème. Donc, en fait, ces engins ils sont téléguidés à distance. Et donc, le conducteur qui est dans l'engin, il est dans un centre de commandement. Donc, il fait son travail dans un centre de commandement. Donc, il est plus efficace parce que dans un centre confortable, mais qui lui permet de faire son travail avec beaucoup de confort. Donc, ça a permis effectivement, c'est quoi l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est d'avoir une meilleure productivité et surtout donc, au niveau de la sécurité. C'est très important. Alors, l'industrie automobile, oui, effectivement, aujourd'hui, donc l'industrie automobile, c'est une industrie qui a déjà connu une automatisation très importante. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut apporter avec l'industrie 4.0, c'est ce couple magique, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, le cloud et 5G. Aujourd'hui, les robots, ils sont là. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans la robotisation, donc dans l'industrie automobile, les caméras qui prennent plusieurs je dirais, images qui sont interprétées dans des ordinateurs qui sont adaptés pour le milieu industriel ne suffisent plus pour traiter les données. Et donc aujourd'hui, on passe à une autre étape, c'est les caméras haute définition. Ils transmettent les données par 5G. Et donc 5G transmet ces données sur du cloud et sur l'intelligence artificielle, ce qui permet d'avoir une meilleure productivité. Donc voilà, donc j'ai en tête ces deux industries, mais bien sûr, le concept, on peut également l'utiliser aujourd'hui pour la télémédecine, pour les téléconsultations à distance, ou pour les diagnostics aujourd'hui des malades des cancers et de Covid-19. Merci beaucoup, Monsieur Achour, pour ces précisions et pour votre présentation. On m'a demandé si vous pouviez partager cette présentation après. Vous nous donnerez la réponse et partagerez si vous le souhaitez. Monsieur Nimaga, je reviens vers vous. Très bien, merci bien. Monsieur Nimaga, je reviens vers vous. Monsieur Achour a fait référence à la souveraineté, en faisant écho aux propos de Monsieur Ndem. Comment voyez-vous la souveraineté au Mali ou en Afrique en général et puis au Mali en particulier? Et comment pensez-vous gérer les données avec cette évolution de 5G et cette perte de contrôle, on va dire, technologique? Merci pour cette question. Effectivement, comme j'ai eu à le dire, au niveau de Smart Africa, le problème était déjà posé. Parce que quand on regarde aujourd'hui le mobile, les données sont externalisées, ce n'est pas sur le continent. C'était l'une des préoccupations majeures de Smart Africa. Et dans l'approche, il a été décidé de faire en sorte, comme première étape, que les données soient conservées en Afrique. Donc, il y a eu des questionnaires qui ont été envoyés dans tous les pays
pour faire la situation des data centers qui existent au niveau de nos pays. Donc, sur la base de cela, donc, il est possible de rapatrier éventuellement les données, parce que le risque est que purement, simplement, ce n'est pas pouvoir exploiter, que ces données soient accessibles à d'autres, mais le jour où nous-mêmes, on aura besoin de ces données, le risque qui existe, c'est d'aller les acheter. Donc, il y a ce risque-là. Donc, quand on parle de la 5G, forcément, ce problème de souveraineté doit se poser. Quand on évolue dans ce sens-là, il faut qu'on arrive à protéger les données à caractère personnel. Donc, je pense que c'est un élément majeur. Et toutes les dispositions doivent être prises dans ce sens. Parce que la 5G va beaucoup plus en profondeur de la connaissance de l'homme, de la personne humaine. Donc, toutes ces données qui sont collectées peuvent être utilisées à n'importe quelle fin. Voilà, c'est la problématique qui se pose aujourd'hui entre Huawei et les États-Unis. Il n'y a rien que ça, pas autre chose. Donc, du point de vue technologique, c'est bien, il n'y a pas de problème. Vous avez souligné un facteur, effectivement, c'est l'appropriation de ces technologies pour les services que nous-mêmes, parce que Huawei ne peut pas trouver des solutions aux problèmes qui sont posés, par exemple au Mali, dans un village éloigné. Donc, la seule façon, une fois quand il y a la technologie, c'est de former les gens, purement simplement. C'est l'intelligence encore, cette fois-ci, ce n'est pas artificiel, mais c'est l'intelligence des hommes qui sont là, qui s'adaptent, qui essaient savoir identifier les besoins des citoyens et traduire cela en outils pour rendre efficient les préoccupations des citoyens. Donc, sur ça, la protection des données, il y a des textes législatifs qui existent dans nos pays, au niveau sous-régional, au niveau même continental. Il y a la tendance d'harmoniser ces textes-là, donc qu'il faut appliquer, mettre en œuvre. Donc, ce que je voulais dire, c'est une préoccupation majeure, il ne faut pas l'oublier, mais forcément, on ne peut pas faire en marge de cela. Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui déjà, la problématique se pose avec toutes les transactions financières qu'on a eu à faire, qui a été développée effectivement au niveau local. L'Occident n'a pas développé le mobile monnaie, les transactions financières là-dessus. Ça a été fait au niveau local. Donc, c'est pour dire seulement l'élément clé, comme le Cap-Verdien, le représentant du Cap-Vert a eu à souligner, c'est d'avoir sur le continent vraiment des points, des écoles, des instituts de formation de haut niveau, donc qui peuvent former à moindre coût, avec les résultats des citoyens africains, et qui viennent, une fois arrivés dans leur pays, donc les technologies qui sont à leur disposition, il les appartient de faire en sorte que les besoins des citoyens soient répondus par eux, en utilisant ces technologies. C'est ce que je pouvais dire, en tout cas, sur ce point-là. Merci, M. Nimaga. Et souvent, ce qu'on dit, je le vois en animant les débats, moi, l'impression que j'ai, c'est que pour l'instant, les technologies, elles forcent un petit peu les services et les solutions. Donc, les gens qui réfléchissent à des solutions sont obligés de s'appuyer sur les technologies existantes. J'ai l'impression, et cette impression m'est venue avec la population africaine qui est jeune et qui sera mondialement extrêmement présente et prédominante en 2025. Elle va imposer, je pense, ses services et les solutions, et les technologies auront à s'habituer. Finalement, ce seront les technologies providers qui devront adapter leur roadmap aux besoins particuliers de cette jeunesse et de cette génération. Certainement, ça, c'est un second temps. Oui, exactement. C'est un second temps. Parce qu'il faut d'abord les maîtriser, les employer le maximum possible, et à partir de là, des nouveaux besoins peuvent se créer. On peut se rendre compte qu'avec les technologies qui sont à la disposition, ces technologies ne peuvent plus répondre aux préoccupations. Forcément, en ce moment, c'est ce qui va amener l'évolution de la technologie aussi, de l'autre côté. Donc, c'est une boucle. Merci bien, M. Nimaga. Monsieur Mbaye, je reviens vers vous. Alors, on a eu beaucoup de questions sur la sécurité. M. Nimaga a commencé à en parler un petit peu. Sécurisation des données. Une question qui nous vient d'un de nos auditeurs qui est, je vais retrouver son nom. Eh bien, je vais retrouver son nom après, c'est pas très grave. En fait, nous parlait de la cybersécurité et nous parlait de la sécurisation des données en disant l'Afrique sera peut-être souveraine parce qu'elle aura ses data centers et ses bases de données et ses serveurs localement sur le continent. En fait, la question venait plus
quel pourrait jouer comme rôle la RTP au Sénégal? Quel pourrait être le rôle de cet organisme de régulation concernant le fait que les opérateurs de technologie 5G puissent garantir que l'acheminement des données via leur réseau se fait de manière anonymisée et en tout cas sécurisée? C'est pas facile cette question, Monsieur Mbaye. Mais je vais essayer de répondre quand même. En fait, je commencerai par dire, il est évident, il faut déjà asseoir une confiance numérique. La confiance numérique, elle est importante, et la cybersécurité. La confiance numérique revient à protéger ou bien à faire confiance à l'usager, l'utilisation qu'il fait des contenus sur Internet de façon globale. Il est vrai que ce n'est pas l'autorité de régulation des télécoms et des postes qui s'occupe de ces volets, c'est plus au niveau central, au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, qui a un projet de parc de technologie numérique. Ils appellent PTR. Le rôle de ce centre, c'est de mettre en place des data centers pour que le trafic, la digitalisation, les usages du Sénégal puissent rester au Sénégal. C'est important. Parallèlement aussi, les opérateurs privés développent pour leurs usages et pour l'usage des entreprises locales, plus particulièrement, de pouvoir stocker aussi leurs données au niveau national. Donc, pour dire que la confiance numérique est une étape fondamentale dans la digitalisation de l'Afrique. Sans pour autant oublier, comme l'a souligné mon ami Arona du Cap-Vert, le capital humain. Le capital humain aussi est fondamental. Il ne s'agit pas juste d'aller importer la technologie et de l'utiliser. Il faut asseoir un capital humain important. Il faut aussi donner de la confiance aux utilisateurs. J'espère que j'ai répondu à la question, j'espère. Oui, c'était une question d'ailleurs de M. Aboutio. Je me suis permis de retrouver Je vous remercie pour votre réponse, M. Mbaye. Alors, Monsieur Ndem, je reviens vers vous. Hein, comme je vous l'avais dit, ça passe extrêmement vite, donc on est en train de rentrer dans les 20 dernières minutes. Ce que je vous propose peut-être, c'est de faire une conclusion. Et en guise de conclusion, j'aimerais reprendre la question d'Arsène Fado, qui dit qu'il a l'impression que le boom technologique qui se passe dans le monde est beaucoup trop rapide pour le continent africain et va à un rythme beaucoup trop puissant pour ce continent. Est-ce que c'est vraiment le bon choix finalement d'essayer de suivre ce boom technologique? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de se développer à notre vitesse du continent africain, ou bien est-ce qu'on peut imaginer un leapfrog, ce qui nous permettrait de rebondir sur le titre de notre conférence? Enfin, je vous laisserai conclure avant de donner la parole aux autres. D'abord, pour répondre à cette question, moi je pense que d'abord, il faut que le continent et les pays ils aient un focus. Hein, parce que quand on parle des technologies, on parle de tout ça là, donc on a envie de tout faire en même temps. Donc quand on a envie de tout faire, normalement on fait rien, ou bien on fait tout à moitié. Déjà, il faut avoir un focus dans tout ça. Donc, le leapfrog, il est possible, il est possible, mais ça va dépendre aussi des décisions. Des décisions des leaders africains. Comment est-ce que ce leapfrog-là va être fait? Est-ce qu'on va continuer effectivement à investir sur le passé? Parce qu'il y a ça aussi dans le continent. Parce que la façon dont on est en train d'investir, à mon avis, dans le passé. Okay? Des fois, je parle de l'éducation, par exemple. On continue à investir sur un modèle d'éducation qui est un modèle qui n'est pas le plus actuel dans le monde. Donc, il y a ça. On continue à investir, par exemple, M. Achou a dit, dans l'agriculture qui n'est pas une agriculture moderne. On continue à investir sur la pêche, comme il a dit aussi, que ce n'est pas une pêche moderne. Donc, on a ce défi-là déjà de décision de savoir si on va continuer. Parce que le leapfrog, c'est ça, c'est un saut. Si on va continuer à investir dans le présent, mais investir dans des objectifs passés, ou bien si on va vraiment avoir des objectifs futurs et commencer à investir dans le futur et faire le vrai leapfrog et sauter directement vers le B. Donc l'Afrique a cette chance-là parce que la révolution 4.0 permet ça.
Parce que l'Internet, quand même, les infrastructures qu'on met à disposition, donc la connaissance va partout, donc des services vont partout. Donc, c'est une vraie opportunité pour l'Afrique de faire ce saut. Mais il faut que les décisions soient là. Est-ce que cette décision-là est de continuer à investir parce qu'on investit des millions et des millions et des milliards dans le passé au lieu d'investir ces milliards-là dans le présent? Pour moi, c'est ça la grande question. Et pour terminer, moi, je voudrais faire un peu le point avec M. Mbaye sur la question de la confiance, numérique, qu'on appelle aujourd'hui la digital trust. Okay? Parce qu'il ne faut pas confondre ça avec la sécurité, avec la privacité. Parce qu'il faut déjà que nos propres populations, nos citoyens, nos leaders, ils comprennent que si cette confiance n'existe pas, ça va être difficile d'implémenter des projets. On n'a pas de confiance entre nous, on sait, parce que déjà, avoir des data centers au Cap-Vert, avoir des data centers au Sénégal, il faut qu'il y ait une confiance déjà numérique digitale par rapport à ça. On peut faire les backups ici, on peut faire les backups de toute façon, donc on peut faire le processement des données ici, le cloud peut être ici, ou bien le cloud peut être au Sénégal et dans un autre pays. Déjà, le trust commence par là. Okay? Le trust commence par là. Il faut déjà qu'on commence à se faire confiance, et cette confiance-là doit d'après se transporter vers la confiance numérique. Okay? Il faut la confiance entre nous déjà. Si on n'a pas cette confiance, ça sera difficile d'implémenter des projets régionaux. Okay? L'autre question, on a parlé ici de la sécurité. C'est important aussi de savoir que nous, ensemble, on peut aussi créer des périmètres de sécurité. Okay? Des command centers, des cercles, ces sites aussi qui sont régionaux qui permettent effectivement de créer on appelle ça un buffer de sécurité par rapport à nos besoins. Un exemple, nous, on a le cloud de Huawei. Mais on n'a aucun problème. Le cloud Huawei. M. Béchou a bien dit, ce n'est pas la technologie. C'est ce que nous, on sait par rapport à la façon dont tu l'utilises pour garantir notre souveraineté. Okay? Elle pouvait venir de n'importe où, elle pouvait venir des États-Unis, de la Chine, de l'Afrique, n'importe où, mais nous, on la connaît suffisamment pour créer notre propre souveraineté, de créer nos propres produits. Okay? L'Afrique, simplement, dans 5 ans, on va y avoir 71 billions déjà de dispositifs IoT. D'où est-ce qu'ils vont venir, ces dispositifs-là? Est-ce qu'ils vont venir des Africains pour résoudre nos problèmes en Afrique? Est-ce qu'on va les importer? Ou est-ce qu'on va les importer? Donc, ça, ce sont des grosses questions qu'il faut qu'on se pose en ce moment-là. Quand on parle de la souveraineté, c'est exactement ça. Quand est-ce que nous, les Africains, on va changer notre attitude par rapport à ce changement dans le monde? C'est un grand changement qu'on a bien parlé ici. Est-ce qu'on va continuer à être des utilisateurs, comme je dis, des acheteurs et autres, et est-ce qu'on va se positionner pour être aussi des fournisseurs de technologie. Donc ce leapfrog-là, c'est vraiment ça. Quel est le grand saut qu'on va donner? Déjà, c'est un saut déjà de mindset, okay? C'est un saut de confiance, c'est un saut de notre pensée par rapport à ce que nous, les Africains, on veut pour effectivement avoir cette souveraineté. Et je terminerai pour dire que cette chance, elle est à notre portée. Il ne faut pas qu'on la rate. Il ne faut pas qu'on la rate déjà. On a raté les autres révolutions parce qu'on avait trop d'excuses, les Africains. Déjà, on a commencé par notre histoire. La colonisation, on n'a pas eu le temps parce que les pays étaient en train de se battre pour. Après, il y a eu après la colonisation parce que les pays se battaient encore pour arriver au développement et autres. Donc, cette révolution-là, on n'a pas d'excuses. Parce que c'est une révolution quand même qui est dans un contexte complètement différent. C'est la globalisation, okay? C'est l'intégration. Les frontières n'existent plus. Les marchés sont tous homogènes aujourd'hui parce que la technologie permet de ça. Des petits pays comme les Cap-Verts peuvent être des grands pays. Des pays comme ça peuvent avoir des ambitions que les autres pays n'ont pas. Donc, si les autres ont cette ambition-là, il faut que nous aussi, d'abord, on ait cet esprit-là et cette ambition-là. Mais encore une fois, je termine pour dire que cette ambition, tout ce que je viens de dire là, ne va qu'y arriver si la connaissance y est présente. Je ne pourrais pas utiliser la 5G pour l'agriculture si je n'ai pas la connaissance de faire. Merci. On va l'implémenter au Cap-Vert. On avait déjà commencé une partie,
mais c'était surtout pour les universités, pour les centres de formation, pour les centres, pour les capacités, pour les centres de connaissances, et avec des produits très précis, la mer, l'agriculture et la connaissance de produits. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Mben, pour cette conclusion spécifiquement capverdienne. Ça nous a fait plaisir. Monsieur Mbaye, je vous pose la même question si vous voulez bien faire vos mots de conclusion. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Georges. Je vais peut-être parler un peu des obstacles que nous avons en tant que pays africain. J'ose espérer qu'ils ne sont pas insurmontables, comme l'a rappelé Aruna tout à l'heure. Si d'autres l'ont réussi, cela veut dire que nous pouvons le réussir. Il faudra en faire un objectif et se doter les moyens pour y arriver. Par exemple, parmi les obstacles pour la 5G, je peux citer les prix des fréquences, des licences et le calendrier de leur mise à disposition. À chaque introduction d'une nouvelle technologie, les autorisations d'utilisation de fréquences sont pour la plupart du temps attribuées par un mécanisme d'enchère avec des prix de réserve fixés par les régulateurs qui visent à assurer à l'État des revenus garantis. Ça c'est un fait, mais dans certains pays africains, le processus d'attribution a été ralenti compte tenu du prix de réserve jugé trop élevé par les opérateurs. Heureusement, pas uniquement en Afrique, d'ailleurs même en Corée du Sud, qui est leader en termes de réseau mobile, notamment pour la 4G. Le processus a été stoppé en 2016 parce que les opérateurs jugeaient un peu élevé le prix des enchères. Donc, le prix de ces autorisations semble avoir un impact important dans la rapidité de déploiement de la technologie et de la couverture. Ça, il faut qu'on en tienne compte. Des études mettent en évidence même une corrélation entre la vitesse de déploiement de la couverture et le prix des autorisations. De ce fait, le taux de couverture est plus important dans les pays où le prix des autorisations rapporté à la population était. Ça me permet de venir au calendrier de mise à disposition. Une attribution rapide, même si c'est la 5G des licences, n'est ni un gage de déploiement rapide du réseau, ni un gage de développement rapide de cette technologie au sein du marché. De nombreux facteurs peuvent ralentir considérablement la capacité des opérateurs à proposer une nouvelle technologie ou la capacité d'une technologie à s'imposer au sein d'un marché. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer la disponibilité des fréquences. Ils ne sont pas immédiatement disponibles pour la plupart des... La disponibilité des terminaux, c'est important parce qu'on amène la technologie, mais il faut aussi tenir compte de la spécificité socio-économique de la ville. Nous voulons des terminaux, mais des terminaux qui sont économiquement soutenables par les populations. Aujourd'hui, nous avons la 4G pour le Sénégal depuis 2016, mais on n'a qu'un client sur la 4G. Donc, un taux de pénétration, même si le taux de couverture avoisine les 60%, on a un taux de pénétration beaucoup plus faible, dû à la pénétration des mobiles compatibles 4G sur le marché sénégalais. Et c'est à peu près le même scénario dans la plupart des pays africains. Aussi, un élément important, c'est la visibilité des opérateurs. Parce qu'on est tous d'accord que le moteur de ce bond que l'Afrique doit faire, doit venir, le moteur, c'est l'investissement. Il faut qu'on investisse dans les infrastructures. L'investissement peut venir via un partenariat public-privé, ce qu'on appelle PPP. Ça peut venir des opérateurs, des privés eux-mêmes. Ça peut aussi venir de l'État. Mais dans la plupart des cas, c'est les opérateurs qui investissent en Afrique, dans l'infrastructure. Donc, ces opérateurs ont besoin de la visibilité sur leurs investissements. Parce qu'aujourd'hui, les investissements nécessaires pour déployer un réseau sont significatifs avec un retour sur investissement assez long. Il ne faudrait pas que la durée de la licence soit inférieure au cycle de rentabilité de l'investissement. Ça, c'est important. En d'autres termes, une durée d'autorisation courte associée à une incertitude quant aux conditions de renouvellement incite les opérateurs à ne déployer le réseau que dans les centres urbains et pour lesquels le retour sur investissement sera le plus rapide et important. Donc, j'ai terminé sur ces mots et vous remercier, M. Georges,
de m'avoir donné la parole pour mon mot de clôture. Merci beaucoup. Merci, M. Mbaye. Avant de donner la parole à M. Achour, je vais donner la parole à M. Nimaga. Monsieur Nimaga, même question, si vous pouvez nous faire une petite conclusion et ouvrir le champ des possibles sur les années à venir pour le Mali. Merci. Comme mot de clôture, il est important quand même de noter que nous sommes à la 4G et l'évolution continue son chemin. Ce qui est très important, si on doit faire le saut, il faut faire ce saut en toute maîtrise des choses, en toute maîtrise de connaissances. Donc, nous savons les avantages de la 5G, tout a été expliqué, mais l'une des contraintes majeures, c'est les financements, qu'il ne faut pas oublier. Donc, moi, je le vois, si on doit y aller, il serait souhaitable que sur le plan continental ou régional, qu'on arrive à se serrer les coudes pour avoir avancé dorénavant ensemble. Les développements internes maintenant pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays, ça peut être développé par vraiment les citoyens de ce pays. Mais essayer d'aller comme on a l'habitude de le faire, la 2G, on est parti individuellement, la 3G, on est parti, la 4G, on part individuellement. Je pense que la nature même du 5G indique qu'il faut une approche, une vision beaucoup plus globale. Donc, vraiment, c'est mon mot de fin. Et j'espère que le régulateur sénégalais qui m'entend, on est dans le même groupe, on est dans le quart. Donc, qu'on arrive au niveau africain pour une fois. Il y a des régions, c'est vrai, mais il faut qu'on arrive à dépasser ces régions, qu'on arrive à faire quelque chose pour l'Afrique, pour les citoyens africains. Et je pense que nous avions l'opportunité, éventuellement. Comme il a été dit, la jeunesse, c'est en Afrique. Cette jeunesse-ci, elle est éduquée avec des transferts de compétences. Je pense que peut-être dans 10 ans, 15 ans, on dira autre chose par rapport à l'Afrique. Et c'est mon mot de fin avec ce souhait adressé à tous les Africains pour qu'on puisse ne plus regarder derrière, mais qu'on puisse regarder devant. Le Cap-Vert, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, est sur une voie que les autres doivent emprunter. Merci. Merci, monsieur Nimaga. Alors, monsieur Achour, vous allez être le dernier. Je vous propose également de prendre 5 minutes pour faire une synthèse, peut-être donner la vision de l'AES sur le continent africain et puis donner des perspectives sur comment vous voyez cette évolution. Et puis, est-ce que l'on va vers une révolution 4.0 en Afrique? Merci, M. Georges. Donc, avant de donner donc, ma vision par rapport à ça, juste rapidement par rapport au sujet sur la cybersécurité, très rapide, quand j'ai présenté tout à l'heure le slide sur l'infrastructure ICT, il y a 2 points qui sont très importants. Il y a 2 pôles qui doivent, je dirais, donc, supporter donc, la mise en place de l'infrastructure ICT et la transformation digitale. Le premier pôle, c'est tout ce qui est politique gouvernement, parce qu'il faut pousser des lois, des arrêtés pour faciliter les choses côté gouvernement, et il faut mettre en place une vraie politique, un vrai framework de cybersécurité. Et ça, c'est quelque chose qui appartient aux décideurs, parce que c'est nécessaire. On oublie souvent, on part sur la technologie, etc., mais la cybersécurité, c'est quelque chose qui est très important, qui touche à tous les domaines, et il faut la prendre d'une manière globale comme un framework qu'il faut mettre en place. Maintenant, juste un autre point sur le 5G avant de partir sur ma conclusion. 5G donc, va s'imposer uniquement par des cas d'usage dans un premier temps. Donc, moi, mon mot par rapport à ça, c'est de continuer à investir sur le 4G, c'est important, sur la fibre. Et 5G va arriver petit à petit quand on a besoin, je dirais, pour répondre à des besoins spécifiques. Aujourd'hui, il y a des besoins, on a vraiment mettre en place peut-être un cas d'usage 5G, par exemple, pour répondre à des remote éducation ou pour la santé, ou tout à l'heure, j'ai parlé de l'irrigation. Donc, ça, c'est des choses qui sont effectivement, peuvent accélérer la mise en place de 5G pour répondre à des besoins spécifiques. Ou également le haut débit. Le haut débit, pour apporter le haut débit dans des zones où la fibre est difficile à mettre en place.
Maintenant, la vision de Huawei, effectivement, c'est de continuer, la première chose, à former des talents. Et donc, aujourd'hui, c'est une fierté. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, nous sommes partenaires avec plus de 300 universités. Donc, on a un programme aujourd'hui, on a mis en place des plateformes, des cours en ligne. Donc, s'il y a des étudiants, s'il y a des professeurs, ou tout même des professionnels de l'ICT, je vous encourage à accéder à notre plateforme. Les cours, ils sont accessibles gratuitement. Vous pouvez vous former. Et plus tard, si vous le souhaitez, ça serait une bonne chose, c'est de vous certifier. Donc, un certificat, c'est avoir une chance de plus d'accéder au marché d'emploi d'une manière générale. Et donc, une fois que vous avez ce certificat, ça veut dire que vous allez contribuer à la digitalisation dans votre pays. Donc, les talents, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on continue à investir dans les talents. Le deuxième point, c'est la notion de ce qu'on appelle de Tech for All. Et donc, ça, c'est une notion plutôt sociale. C'est d'apporter le digital à tout citoyen, organisation, gouvernement pour construire un continent Afrique intelligent et connecté. Donc ça, c'est notre ambition et c'est notre vision. Et surtout, le troisième point, le plus important, c'est de continuer à travailler avec les citoyens et les gouvernements pour faire face à cette pandémie. On travaille très dur donc, avec les opérateurs pour maintenir la qualité du réseau, donc on le fait. Et surtout, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs institutions et États également pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le redémarrage économique. Parce que souvent, quand on parle de redémarrage économique, le ICT est un levier qui est très important. La crise, elle est là. Et quand on regarde dans le panorama de la crise économique aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés, y compris le secteur des télécommunications, mais le secteur le moins touché, c'est le secteur des télécoms. Mais le secteur des télécoms aujourd'hui, c'est un secteur vital. Aujourd'hui, la connectivité, c'est quelque chose de vital. S'il n'y avait pas de la connectivité, on aurait pu arrêter de travailler pendant cette pandémie, pendant le confinement. Donc, le ICT, c'est un levier qui est très important, le digital et le talent. Et nous sommes là pour un futur de l'Afrique pour l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Achour. Merci pour votre conclusion. Donc moi aussi, j'aimerais rajouter quelques mots. Ce qui m'est venu de ce débat, c'est qu'il faut finalement impacter les populations, donc demander les besoins aux populations, comme ça a été fait à Singapour, vous l'avez mentionné, Monsieur Achour, afin de prioriser les étapes et embarquer la population. Dans un deuxième temps, ce qui m'est venu également, c'est un problème générationnel, et ça a été mentionné d'ailleurs par une question que je n'ai pas pu poser, mais cette question m'est venue également, c'est-à-dire que, a priori, les dirigeants sont d'une génération qui est beaucoup moins sensible au digital. La jeunesse, à nouveau, on en parle, Monsieur Nimaga, va pousser parce qu'ils sont pour la plupart nés avec le digital entre les mains, au moins un téléphone mobile. Et donc, il y a un souci générationnel entre les besoins sur le digital. Ensuite, et ce sera ma dernière partie, c'est la confiance entre les pays. Vous l'avez tous mentionné. On sait que les accords sur la cybersécurité n'ont pas été ratifiés, donc les pays sont un petit peu à la traîne. Et en fait, je pense que la solution sera africano-africaine. On en a parlé tout à l'heure. Smart Africa est une excellente initiative qui permet de fédérer, peut-être d'accélérer des accords politiques traditionnels qui ont été faits, mais qui mettent du temps à se mettre en place. Et le digital n'a pas le temps, on le sait. C'est une accélération extrêmement rapide à l'échelle d'un État ou à l'échelle d'un département sur les lois, le cadre juridique. Donc, je voulais vous remercier tous, Monsieur Andem, Monsieur Nimaga, Monsieur Mbaye et Monsieur Achour pour votre participation. Je voulais remercier également tous nos auditeurs. Désolé pour les questions qu'on n'a pas pu poser. On essaiera de partager la présentation de Monsieur Achour à ceux qui nous laissent leur adresse email. Je voudrais remercier Digital Africa et vous pouvez retrouver ce webinaire sur la rediffusion en suivant les informations de Digital Africa. Je vous laisse entre les mains de Soukaina. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Jean-Noël. Donc, on finit sur ces mots. La 5G n'est pas un mythe, mais une réalité. Donc, nous donnons rendez-vous le 9 octobre pour une nouvelle webconférence. Et je remercie chacun des intervenants pour la qualité de leur intervention et aussi nos participants pour leurs questions. Et encore, merci encore une fois et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Wow. Hey, on
J'avais oublié que j'avais tapé. Donc, bien défini.